The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs. On se retrouve pour une nouvelle interview et aujourd'hui je suis avec Thomas Provost. Salut Thomas. Salut. Tu vas bien ? Très très bien. Alors Thomas, on te connaît parce que tu es l'un des fondateurs de Repos Production, Repos Prod, que tu as créé en 2004 avec c'était ton ami en fait, Cédric Caumont. À la base, oui, on s'est rencontrés via des week-end jeux qui s'appelaient les Belgoludiques, qui existent encore d'ailleurs. Et on avait les mêmes passions de jeu. Puis un jour, voilà, on a rencontré un jeu qui s'appelait Time's Up. Et puis on s'est dit qu'on allait se lancer dans l'aventure. Time's Up, ça a été votre premier jeu édité. Et ensuite, vous avez eu beaucoup de succès. Pour rappeler rapidement, Ghost Stories en 2008, Seven Wonders 2011, Masquerade en 2012, Concept 2013, Just One en 2018. C'est beaucoup de... Combien de Spiel ou d'As d'or vous avez obtenu avec vos jeux ? Tu fais le compte ou pas ? Pas du tout. Les Spiel, c'est facile. Il y en a que deux. Il y a le Kenner et le Spiel pour Just One, le Kenner pour Seven Wonders. Parce qu'il n'a pas eu le Spiel, contrairement à ce que les gens pensent. C'est Quirkle, à l'époque, je pense qu'il a eu. Mais on se souvient plus les gamers se souviennent plus de Seven Wonders, qui avait le premier Kenner Spiel officiel. Et Just One, évidemment, ça c'est le Spiel. Et alors des As d'or, je sais plus, mais il y a eu Time's Up en tout ça, Concept, ça c'est sûr. Seven Wonders, je crois que c'est tout. Des nominations As d'or, on a eu pas mal. On avait eu Masquerade, ça c'est certain. Mais les autres, je ne sais plus. Des jeux qui sont toujours édités aujourd'hui en plus, oui. Qui continuent d'être édités et qui fonctionnent toujours bien. Dans un monde où on a de plus en plus de jeux qui arrivent sur le marché, c'est des valeurs sûres. C'est le travail qui a fait ça, je pense, ou la méthode de travail en tout cas. Mais ouais. En fait, c'est une société que vous avez créée toute pièce et que vous avez valorisée grâce à ces jeux. Quelles étaient tes fonctions exactes dans Repos Production en fait ? Vous étiez répartis les tâches ou vous travailliez tous les deux de la même façon sur les mêmes fonctions ? Non, on s'est assez vite réparti le travail sans vraiment de structure énorme. Cédric, c'est vraiment une boule d'énergie et il aime bien organiser plein de choses, etc. Donc c'est vraiment le tech guy. C'est lui, dès qu'il fallait organiser des salons, faire des trucs d'informatique, des choses comme ça, et organiser la vie au bureau, etc. C'était un truc qu'il adorait. Moi, j'étais plus sur le juridique, j'étais plus sur la rédaction et ce genre de choses. Le dev, on était tous les deux à 100%, même si on a eu des jeux qu'on a plus portés l'un que l'autre. D'accord. Voilà. Mais il n'y avait pas on était télépathes, hein, donc on fonctionnait complètement parfaitement à deux. Et aussi, il faut se dire que pendant probablement les 2 premières années, tout ce qui sortait de Repos était lu et validé par les deux. C'est-à-dire qu'on écrivait tout à deux, on faisait un mail, on le faisait relire par l'autre, on envoyait les mails, c'est rigolo, mais les premiers mails qu'on envoyait pour Time's Up, on a appuyé tous les deux sur Return pour envoyer le mail, quoi. Donc on voulait vraiment, et ça je pense que c'était une volonté de Cédric, et c'était très très bien, se connaître parfaitement et bien s'entendre sur le travail, parce que monter une boîte, il faut avoir full confiance, et la meilleure façon d'avoir confiance, c'est de travailler ensemble, en fait, de vraiment bien voir, de bien comprendre l'autre. Et donc ça a été une grande force, à mon avis, quoi. Donc que des décisions prises à l'unanimité en tout cas. Exactement, oui, ça, il n'y avait pas de... Et en fait, le bon compromis, c'était pas de convaincre l'autre si on avait un désaccord, c'est de trouver une solution meilleure qui convainquait les deux. Je sais pas si ça se dit comme ça qu'on dit. Et donc, c'était pas du nivellement vers le bas, c'était du nivellement vers un mieux, en fait. C'est-à-dire qu'on partait du principe que si l'un des deux n'aimait pas, c'est que l'un des deux n'était pas seul sur Terre, et donc il fallait trouver une meilleure façon de faire, une meilleure présentation, une meilleure couve, une meilleure règle, enfin, etc., etc. Il n'y avait pas de jugement sur le fait que l'autre n'aime pas tellement la chose, il fallait trouver mieux. Au départ, vous étiez tous les deux. Quand l'aventure, enfin, c'était pas terminé, mais l'aventure telle que vous l'aviez initiée, donc c'est terminé en 2019. Il y avait combien de salariés chez Repos Prod ? Je vais faire le très mauvais patron, j'en ai aucune idée. Honnêtement, 14-15, je suis vraiment très très mauvais. Il faut dire qu'on avait un excellent CEO, enfin manager, qui était Thomas Vermeer, qui travaille toujours pour Asmodee, et qui s'occupait de tout ça. C'est-à-dire que 2-3 ans avant la revente, on a décidé de passer à mi-temps, et on ne faisait plus que du game design. Donc on ne s'occupait plus de rien. Quand on arrivait au bureau, on avait des réunions de validation ou de brainstorm sur certains points, et on faisait du game design. Mais tout le reste,
était géré par Thomas et par Géraldine, entre autres, qui vraiment géraient tous les aspects opérationnels qui, pour le coup, ne sont pas nos Oui, points forts. la gestion courante qui Voilà, sont pas forcément, qui n'est pas forcément ce dont on a envie quand on a créé d'abord la structure pour la passion du jeu, en tout fait, à fait. Et j'imagine. surtout, des choses sur lesquelles on est moins bon. Moi, je prétends pas avoir beaucoup de talent, mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'il y a des gens meilleurs que moi sur l'opérationnel, sur le management et ce genre de choses. Je peux le faire, hein, je n'aime pas spécialement ça, je le referai hein, dans Playpunk, mais s'il y a des gens plus brillants pour le faire, je leur cède la main sans aucun problème si je peux faire les choses que j'aime et où je pense être un peu meilleur. On l'a dit, hein, en 2019, la session de RepoProd à Asmodée est annoncée. Donc Mhm. j'imagine que RepoProd à ce moment-là, c'est vous deux qui êtes les associés uniques Oui, enfin vous étiez les deux co-associés de la structure. ouais, ouais, on avait la sur chacun à 50%. D'accord. Donc la session elle intervient en 2019, mais j'imagine que les pourparlers sont intervenus bien en amont, Ouais, ou ça a été rapide. les pourparlers, ils ont eu lieu 9 ans avant. Asmodée en a toujours été un très très bon partenaire, puisqu'on était globalement en dépôt-vente et on avait des jeux qui vendaient, donc ils ont toujours ça a toujours été très très win-win. Donc Marc Nunes nous a approché. À l'époque, on n'avait même pas encore sorti City of Horror. Il nous avait fait une proposition d'achat à Essen, je m'en souviens très bien, après une partie de poker. Proposition qu'on avait déjà, on avait refusé à l'époque, parce que, un, il était trop tôt, et deux, c'était pas suffisamment intéressant au niveau financier. En tout cas, ça ne nous paraissait pas intéressant à ce moment-là. Et donc, chaque année ou tous les 2, 3 ans, il y avait une petite joke ou une petite discussion là-dessus, etc. Et puis, il s'est fait que quand on a revendu, c'était les bons. C'est lié au fait au retour de Marc, pour être tout à fait honnête. Marc avait quitté la boîte, il est allé faire les Space Cowboys, il avait géré la direction. Il avait abandonné la direction du groupe, ce qui a été une période un peu plus complexe pour Asmodée avec Repos, etc. Les nouveaux dirigeants, des autres façons de faire, etc. Et quand Marc est revenu, il s'était plus ou moins l'invité surprise d'un souper. Ça, on avait bien compris que ça serait lui, évidemment, parce que Christophe Arnoux, qui était le directeur de Asmodée France, on le connaissait quand même bien et on avait bien compris dans son regard qu'il y aurait un invité surprise et que que l'invité surprise serait Marc. Le soir même, on n'a pas discuté bouffe, on n'a pas discuté, on avait discuté que bouffe et la pluie et le beau temps. Et puis Marc nous dit, on se verrait quand même bien demain pour discuter business. Et on a été le lendemain discuter business et ça s'est fait en 1 minute, quoi. Il nous a dit, les gars, D'accord. pourquoi on vous a pas racheté? Je dis parce que vous avez jamais parce que vous avez jamais donné de prix en fait depuis X années. Et il nous a dit, vous voulez combien? Et voilà. On a dit combien on voulait. D'accord. Et on se tapait dans les mains et c'était fait. Vous tapiez dans les mains et c'était fait. Parce que souvent dans les acquisitions, tu as une grosse période de due diligence où on va envoyer tous les cabinets d'audit pour valoriser, etc. Déterminer les actifs, les passifs, ouais. Il y a eu tout ça, mais notre boîte était à 100% saine. Et donc, rien n'a été mis en doute par rapport à Hmm. l'accord. Et Marc, qui avait quand même moins de choses à gérer que maintenant, avait quand même une bonne vision sur notre chiffre d'affaires, puisque globalement, à quelques exceptions près, 100% de notre chiffre d'affaires passait par Asmodée, donc il n'y avait pas de... Il savait Oui, il exactement ce savait. qu'il achetait, donc c'est pas un partenaire, c'est pas comme quand il achète Philibert, dont il ne connaît pas, il n'a pas une visibilité, là ils avaient une visibilité parfaite de ce qu'on faisait, de la performance de nos jeux, donc il n'y a pas eu de... Et nous étions tout à fait... Enfin, il y avait rien de caché dans le repos, tout était juste, il n'y avait pas des stocks pourris et des choses comme ça. Donc ça a été, il y a eu tout à fait comme il le faut un audit, etc. Mais l'audit n'a rien changé. Il n'y a pas eu une négociation Hmm. sur les accords de vente qui avaient été décidés, quoi. On l'a dit, hein, il y avait donc beaucoup de succès dans le panier, si je puis dire. Donc c'est aussi la valorisation de toutes ces propriétés, enfin de toutes ces propriétés intellectuelles qui sont comme un peu des marques. En fait, Tout à les jeux, fait. ça revient un peu à une marque. Ça a été facile. Oui, c'était basé sur les chiffres d'affaires de vente. J'imagine que c'est comme ça que ça s'est fait. Oui, l'idée ça a été plus un package global qu'un calcul précis à la ligne en fonction de tel IP vaut autant, etc. C'est plutôt un calcul d'EBITDA, d'un multiplicateur d'EBITDA, hein. Mhm.
je pourrais pas définir exactement l'EBITDA, mais on va dire c'est l'excédent brut en voilà, général, en gros, ouais. et qui est multiplié fois X. En général, c'est 7, ça peut aller jusqu'à 8. Si vous êtes dans l'informatique, ça peut être 200. Mais, voilà, c'était pas notre cas, je vous rassure. Et donc voilà, mais il faut savoir que quand Asmodée rachète une boîte, il y a le passé sur lequel ils vont rentabiliser la chose, mais il y a aussi le futur. Et c'est aussi racheter une équipe, c'est racheter Un savoir-faire. un savoir-faire, et, etc. aussi. Donc voilà, nous avions préparé, à partir du moment où on était sûr de revendre, on a commencé à structurer Repos pour qu'elle soit apte à subir le choc de notre départ. Même si on n'était plus qu'à mi-temps, on était quand même encore bien présent. Ouais, donc quand vous vendez, vous restez quand même dans la structure, même si vous n'êtes plus actionnaire. 4 minutes 50. 4 minutes 50, vous aviez pas, parce que parfois dans ce type d'entité, on peut prévoir dans les cessions de titres, comment dire, une clause selon laquelle on s'engage à rester pendant 2-3 ans pour continuer de donner l'impulsion stratégique, etc. Là, ce n'était pas le cas? Non, on n'avait pas envie. Déjà, on est tous les deux des indépendants, Cédric et moi. Si on revendait, c'était pour faire autre chose. Je pense qu'on était tous les deux fatigués, peut-être, oui, fatigués. On avait envie de passer à autre chose. En tout cas, moi, j'étais très, très content de Repos. Je trouve que c'est une super belle histoire. Et ça continue à être une belle histoire. Mais j'avais envie de passer à autre chose. Je pense que c'est long, un vieux couple. Et donc, on avait tous les deux envie de faire ça nous motivait moins. Et puis, on avait envie de passer à autre chose. Donc, il y avait Cédric, il avait envie de relancer une aventure. Moi, j'avais envie de travailler chez Asmodée pour un peu voir ce que ça aurait pu être l'aventure dans un grand groupe et la gestion de projet à un autre niveau. Donc voilà, donc on était très contents, on avait envie de passer à autre chose. Et donc, il n'y avait pas de raison de travailler pour Repos Production avec un patron au-dessus. Ça n'a pas de sens, quoi. Donc toi, tu restes dans le groupe Asmodée à ce moment-là. Tu prends quelle fonction? Alors, c'était la fonction en elle-même, c'était Head of Product Development. Donc, j'étais responsable de tous les produits qui sortaient chez Asmodée. C'est le titre, voilà, c'est ce qu'il fait. Dans la pratique, je devais suivre les studios et essayer de les challenger sur ce qui sortait. C'était des discussions pré-Covid, et puis le Covid nous est vite tombé dessus, donc ça a été vite lancé, et avec le recul, peut-être qu'on aurait pu encore réfléchir plus à la désignation du poste, etc. L'idée, c'est que moi, en tout cas, je connaissais trop bien mon métier que pour considérer que je devais avoir du pouvoir sur ce que les éditeurs faisaient. C'est-à-dire que je ne crois vraiment pas qu'en ayant joué une partie, j'ai la réponse fantastique qui va faire de ce jeu correct un best-seller. Ça n'existe pas, ça. En tout cas, si ça existe, c'est pas moi. Ça, je crois que c'est vraiment le travail, le fait de remettre tous les jours le travail, je sais plus comment on dit, enfin bon, retester, il faut du temps, il faut que ça mature, etc. Donc je voulais vraiment avoir juste une vision donner un avis, tester, les challenger, jouer avec eux, essayer de les faire réfléchir, à ce que nous on faisait comme méthode, sachant qu'on faisait une méthode chez Repos qu'on comprenait et en même temps qu'on comprenait pas complètement. C'est-à-dire que notre façon de faire, c'est qu'en fait, on travaillait, on jouait, on se posait des questions, on rejouait, on cassait des choses, on rejouait, on challengeait les auteurs, on les fouettait, on disait qu'on n'était pas content avec ça, qu'il fallait prouver mieux, etc., etc. Méthode qui reste quand même assez unique, je pense, pour avoir vu pas mal de studios. Tous les studios ont une façon différente de travailler. Nous, on se reposait énormément sur la discussion et sur l'émulsion positive et sur vraiment tirer tous les facteurs du jeu au maximum. C'est-à-dire que c'est pas parce que le jeu est excellent qu'il va bien se vendre, il faut que le jeu soit excellent, que le format soit excellent, que l'ergonomie soit excellente, que la rédaction des règles soit excellente, que le matériel soit excellent. Et si c'est tout, à partir du moment où on fait du top max, on augmente les chances que le jeu fonctionne, reste sur les étals le plus longtemps possible, quoi. Oui, on en avait parlé une fois en off, et c'est ce que tu me disais, c'est que pour toi, il fallait vraiment tester les jeux, et c'est pas juste une ou deux parties qui permet d'avoir un avis, c'est-à-dire que il faut tout remettre en question, et de l'écriture des règles au gameplay lui-même, en fait. Mais attention, c'est un package. Tout à fait, mais il faut pas mal comprendre quand je dis tout remettre en question. Typiquement, si on prend un exemple qui est notre exemple au quotidien sur Captain Flip, qui est le premier jeu de Playpunk, il y a plein de choses dans les règles qui n'ont jamais été remises en question. Mais on a fait plus de 100 parties, chacun, Antoine et moi, de ce jeu. Les 100 parties ont été faites beaucoup avec les mêmes règles, mais entre la première partie et la 100e, tout a été questionné, pas les fondements même du jeu,
mais les pouvoirs des personnages ont changé, les plateaux ont changé, le storytelling derrière le jeu a changé. Il y a énormément de choses qu'on a travaillé parce que je crois à l'invisible, c'est bizarre hein, comme phrase, mais je crois que notre travail ne va pas être vu par les gens, mais ils vont le prendre de manière inconsciente. Typiquement, les joueurs qui joueront à Captain Flip verront qu'il y a quatre plateaux et que ça raconte une histoire de marin, puisqu'on commence sur un voilier, puis on a une attaque de kraken, puis on est sur un radeau, puis on termine sur l'île aux pirates. C'est une narration qui n'était pas du tout comme ça dans le jeu et qui n'existait même pas. Il n'y avait même pas cette idée d'évolution des 4 plateaux, parce que de toute façon, il n'y avait pas 4 plateaux, il n'y en avait que 2 dans la boîte, dans le prototype, etc. Et on ne met pas ça dans la boîte, on l'explique en démo, etc. Mais on a vu des jeunes enfants, quand ils jouaient, qui ont compris qu'il y avait une histoire, etc. Et donc ça, c'est le fruit d'un travail qui paraît très très simple quand on explique comme ça. C'est évident qu'il fallait que ce plateau ait une narration. Et pourtant, c'est arrivé après 8 mois dans le jeu où on avait déjà fait énormément de travail. Donc ça paraît des petits détails qui prennent en fait énormément de temps à être trouvés ou être bien finalisés. Donc tu l'as dit, ton nouveau projet, c'est le projet Playpunk, qui est un projet que tu mènes avec Antoine Boza. Si j'ai bien compris, votre intention première, c'était d'éditer le jeu Régicide. Oui. C'est bien ça. Exactement. Donc qui est un jeu coop qui se joue avec un paquet de cartes classique. Tout à fait. Et qui buzz beaucoup, mais enfin qui n'existe pas en tant que tel en France, mais en fait qui peut s'émuler. C'est un jeu qui peut s'émuler. Il est sur BGA, mais ouais. En fait la petite histoire c'est que on était en plein Covid. J'avais fait quand même plusieurs voyages, j'essayais de voir les studios le plus souvent possible, et je suis tombé sur Régicide via le site Shut Up and Sit Down, qui disait que c'était incroyable. Donc moi, quand on me dit qu'un truc est incroyable, je veux avoir mon avis sur la question. Donc je l'ai testé et j'ai trouvé ça en effet incroyable. Et puis je l'ai montré à plusieurs studios en leur disant, c'est pas moi qui dois le faire, mais je pense que ce jeu-là, il peut faire énormément de ventes. Et plusieurs studios, enfin la plupart des studios m'ont dit, on comprend pas ce que tu nous dis. On comprend pas, on voit pas. On a testé, on comprend pas l'intérêt. Je fais, mais c'est bizarre quand même, parce que moi soit je suis devenu un vieux con, ce qui est très possible, soit j'ai perdu mon flair, ce qui est possible aussi, je ne comprends pas. Voilà. Et donc lors d'une discussion avec Antoine en Skype, j'ai dit, Antoine, je comprends pas, quoi, je teste un peu ce machin, tu verras, ça te prend rien, ça va te prendre une demi-heure de temps, etc. Et Antoine me dit, ok, j'aurai le temps demain d'y jouer, etc. Et c'est pas sa priorité. 1h30 après, il me répond en me disant, c'est génial en fait ce truc. Je dis, ben oui, je l'avais bien vendu, déjà il avait joué beaucoup plus vite que prévu. Et en effet, le jeu est génial, mais pas l'édition, pas le produit, puisque c'est vendu comme un jeu de cartes traditionnel, etc., etc. Et donc finalement, on se dit, on va le faire, puisque les studios ne veulent pas le faire, on va le faire, je démissionne et on monte une boîte et on fait ce jeu-là. J'ai bien démissionné, on a bien monté la boîte, mais on n'a pas le jeu. Voilà, c'est pour la petite histoire. Mais je ne désespère pas, j'envoie régulièrement et on reste en contact avec les Badger from Mars, qui sont les auteurs et éditeurs du jeu. Et je suis prêt à aller à la nage en Nouvelle-Zélande pour aller le faire. Donc je le ferai. Qu'est-ce qui bloque actuellement? Parce qu'il n'y a pas d'autres éditeurs français sur les rangs pour le localiser en fait. Ce qui bloque, si tu peux le dire, hein, bien sûr, parce que c'est pas un secret. Donc nous, on leur a fait des offres on a fait une offre financière que je ne comprends pas comment ils aient refusé, mais voilà, ça c'est un détail. Le truc, c'est qu'ils sont auteurs, éditeurs, jeunes et motivés, et c'est tout à leur honneur, et donc ils ont envie de le faire eux-mêmes. Voilà. Oui. Et ils sont... Okay. Ils veulent garder leur bébé, voilà. En fait. Et je peux leur comprendre, parce que moi j'étais jeune et con, enfin pas jeune et con, je dis pas qu'ils sont jeunes et cons, mais jeune et plein d'espoir, et je pense que j'aurais eu ce jeu-là entre les mains, je l'aurais pas donné à un éditeur non plus. Donc je comprends tout à fait ce qu'ils font. Voilà, j'espère un jour les faire changer d'avis, ou en tout cas participer à la prochaine édition, parce qu'il va y avoir Régicide Legacy qui va sortir, donc je suis déjà en contact avec eux pour parler d'un partenariat, que ce soit pour la version française, la version européenne ou n'importe quoi. Mais voilà, mais en fait ils sont très 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 brillants, ils ont déjà fait des Kickstarter, et le Kickstarter permet quand même de rentrer de l'argent assez rapidement, et plus facilement que les moyens traditionnels, on va dire.
Et donc voilà, donc je pense que c'est des gens très Oui, brillants. parce que t'as la trésorerie qui arrive tout de suite, Voilà, en fait. exactement. Et t'as pas besoin de contact, de boutique, de machin, etc., etc. Et ils font leur petit bonhomme de chemin. Et donc, ils ont envie de vivre de ça. Et je peux pas les critiquer sur le fait qu'ils aient envie de prendre la meilleure solution et peut-être prendre le plus de risques pour avoir le plus de retours. Ok, donc vous retrouvez tous les deux avec la structure Playpunk, Mhm. mais pas le jeu pour lequel, pour lequel vous l'aviez créé. Moi, j'ai vu que la société a été créée officiellement le 28 juin 2022, donc vous êtes tous les deux associés, Antoine et toi, à 50-50. Mhm. C'est une société de droit belge. Yep. Vous êtes tous les deux co-gérants et j'imagine que je crois imaginer que tu reproduis un peu ce que tu avais au début de Repos Pro, c'est-à-dire des décisions à l'unanimité, un travail vraiment main dans la main. Tout à fait, oui, il n'y a pas de raison. Un, il n'y a pas de raison de changer, et deux, je ne sais pas faire autrement. Donc, avec Antoine, on se connaît depuis très longtemps, on a travaillé très longtemps ensemble. J'ai l'impression, mais je peux me tromper, et Cédric sera peut-être pas d'accord, que certains jeux d'Antoine que j'ai plus portés en termes de développement que Cédric. Donc j'ai eu, mais c'est pas sûr, hein, ça se discute, hein, mais j'ai pas de, enfin voilà, j'ai souvenir énormément de discussions, de dialogues avec Antoine, de réflexions sur qu'est-ce qu'on va faire de Ghost Stories, qu'est-ce qu'on va faire de Seven, etc., etc., etc. Ce que Cédric a fait aussi, hein, mais donc voilà, on se connaissait très très bien, on avait clairement les mêmes goûts éditoriaux. C'est-à-dire que quand on crie tout seul, quand on ouvre une boîte, ben on se rend compte que l'autre l'a fait aussi quand il a ouvert la boîte et qu'il a trouvé que c'était mal fait. Et donc voilà, donc je pense que ça me paraît évident qu'il faut que les jeux qui vont sortir chez Playpunk soient 100% en accord avec les deux associés, quoi. D'accord. Il y a une BD que j'adore, dont je vais pas retrouver le nom évidemment, mais je vais retrouver le nom après. Enfin bon, les jeux chez Repos que Cédric et moi on adorait ont toujours été des bonnes ventes. Les jeux qui ont été poussifs en développement, sur lesquels on a eu des doutes, ont toujours été soit des échecs, soit des demi-succès. C'est-à-dire que nous sommes des très très bons... Des nicheurs. Des nicheurs, en tout cas, en fait on est très simple, c'est-à-dire que ce qu'on aime, les gens l'aiment. Ouais. Mais évidemment parce qu'on a enlevé tous les trucs qui pourraient nous embêter. Dans The Seven Wonders ou dans n'importe quel jeu chez Repos, il y a plein de choses qu'on a enlevées au fur et à mesure des parties, parce que des règles qui nous embêtaient, des frustrations qui étaient inutiles, on a mis du plaisir à tel endroit, etc., etc. Et au final, le produit il était comme on le voulait et exempt de tous les micro-défauts qu'on aurait pu, qu'on avait décelés, quoi. Et donc je pense que chez Playpunk, on fait la même chose. Ok, donc après, vous commencez à vous dire que vous allez chercher d'autres jeux. Comment ça se... Donc le jeu dont tu parlais, c'est Captain Flip, ouais. Captain Flip. C'est le jeu de Paolo Mori. Exactement. Comment il vous arrive ce jeu? Alors, l'idée d'abord, la première chose, c'est on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On est des vieux schnocks du milieu. Qui on veut et comment on veut le faire. La première chose, ça a été on veut travailler avec les auteurs qu'on aime et qu'on trouve brillants. Et donc, on a contacté tous les médiums ou les seniors du métier en leur disant, ben voilà, on est deux vieux schnocks, on veut faire de l'édition de jeux, on cherche des produits originaux, intéressants, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on est tombé sur Captain Flip, qui est un jeu de Paolo Mori et de Remo Consadori. Moi, j'adore Paolo Mori et je trouve, hélas, que c'est un auteur qui n'a pas toujours eu beaucoup de chance éditoriale. Et donc, on était très content d'avoir ce jeu-là je trouve génial, avec une mécanique d'une simplicité extrême et qui se dit, tous les gens qui vont jouer se disent, mais pourquoi on n'y avait pas pensé avant, comme toujours. Et donc voilà, donc on a refait en fait une démarche classique d'éditeur de rencontre d'auteurs, mais en se spécialisant, en faisant des premières démarches auprès d'anciens ou de vieux riscards du business comme nous. Mais il se fait que notre deuxième jeu, c'est avec des petits jeunes, donc voilà, c'est le... Oui, c'est ce que j'allais te dire, comme quoi c'est le contre-exemple. Voilà, c'est la théorie et la pratique. Voilà, donc il n'y a pas de... Une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y aura pas de jeu d'Antoine. Ça, c'était une des choses sur lesquelles on s'est mis d'accord. Moi, je ne suis pas là pour... J'allais te poser la question de savoir si c'était envisageable ou pas de publier un de ces jeux. C'est pas envisageable, en tout cas au début. Moi, je pense, c'est Antoine qui répondra, mais il était un peu fatigué de créer, il a envie de passer à autre chose. Je pense que développer, c'est vraiment un autre métier qu'éditer, que être auteur. Il y a vraiment un regard critique qu'il faut avoir sur l'œuvre, etc. C'est aussi très créatif. Ça pose plein d'autres questions que la création. Mais c'est time consuming, ça demande du talent, ça demande de faire des choix qui sont parfois très compliqués. Et donc je pense ça va complètement le nourrir. Donc s'il n'est pas assez nourri, il refera des jeux. Mais moi je pense que pour que les jeux soient bien faits,
Je trouve que l'auto-édition est presque toujours une gageure et un échec. Il y a des contre-exemples évidemment, et donc une boîte dans laquelle un des auteurs aurait édité le jeu et que les deux autres doivent faire pour qu'on soit à 50-50, c'est pas possible, on sera pas neutre et donc on le fera pas du mieux qu'on peut. Donc moi je pense que si Antoine il a un jeu excellent, on se posera la question, mais ça serait quand même très embêtant parce que moi je serais pas aussi neutre que je peux l'être sur un jeu d'auteur externe, et il faut qu'on soit, même si Antoine est ultra pro et qu'il sait prendre du recul, c'est quand même pas la même chose. Donc, de toute façon, ça se pose pas pour l'instant. On verra en temps utile. On verra en temps utile, Voilà. ouais. Oui, mais c'est vrai qu'Antoine aussi, pour l'avoir interviewé à Cannes, pas cette année, mais l'année d'avant, il disait que lui, il était plus dans l'optique de terminer les gammes de ses jeux existants, enfin de continuer ses gammes, mais pas forcément de travailler pour Kaedama, mais pas forcément de lancer de nouveaux jeux en fait. Oui, tout à fait. Il avait d'autres envies, quoi. Tu le disais, donc la première étape, c'est que vous avez donc contacté des auteurs, autrices que vous connaissiez et voilà, que vous appréciez. Mais ensuite, comme tu l'as aussi dit, il y a un deuxième jeu qui est dans les tuyaux. C'est un jeu cette fois de Grégory Grard. Oui, et de Mathieu Roussel. Et de Mathieu Roussel, voilà. Grégory nous en a parlé il n'y a pas très longtemps. Et là, du coup, c'est plutôt des jeunes auteurs. Comment là, vous avez fait le sourcing, en fait ? Le sourcing, il est, une fois de plus, lié à M. Bizet, à Frédéric Bizet, qui travaille pour Bad Boom Games, qui est un vieux briscard aussi du milieu, qui a travaillé pour Repos à une époque, et qui connaît bien Grégory, puisqu'il a édité un de ses jeux, je pense, Majority. Oui, et voilà, son premier jeu. Il m'a dit, tiens, il faudrait que tu rencontres ce jeune homme-là. Il a un jeu peut-être qui pourrait t'intéresser, et le jeu qui pourrait m'intéresser ne m'a pas intéressé, mais le petit jeu qu'il avait caché dans son sac m'a directement piqué à vif, et c'était le prototype d'Arconte, qui ne sera pas le nom officiel du jeu. Donc voilà, et en fait, c'est beau la théorie, mais ce qui marche en fait, c'est les jeux qu'on aime, et ce jeu-là, moi, Antoine n'a pas eu le temps de le voir, j'ai fait 15 parties avant qu'Antoine puisse y jouer. J'étais chaud patate et ma seule angoisse, c'est qu'Antoine n'aime pas le jeu. Mais voilà, de nouveau, Antoine, il a trouvé ça directement très simple et très bien, et très nerveux, très tendu, avec des règles. C'est un jeu de cartes, hein, c'est ça ? C'est un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes à combo, non ? C'est ça, en fait, avec des combo. pouvoirs ? L'idée, c'est que c'est du tir à la corde, mais c'est un peu vulgaire de l'expliquer comme ça, parce que voilà. Mais l'idée, en gros, il faut influencer oui, on a fait des tirages à la corde. Mais ce qui est très très gai, c'est que les règles sont très simples. À votre tour, vous jouez une carte pour influencer, pour l'instant, des planètes, ou vous défaussez une carte pour faire de la technologie. Donc, en termes de règles, voilà, les gens sont presque prêts à y jouer. Mais la tension, les sensations que ça crée, on a toujours l'impression de manquer de temps, on a toujours l'impression de manquer d'argent, on a toujours l'impression de manquer des cartes, etc. Je trouve qu'on est vraiment dans la très bonne frustration. C'est-à-dire que c'est pas un jeu narratif, mais ce qu'on y vit est intense. C'est des jeux qui n'ont pas forcément un fort background narratif, mais qui provoquent des sensations très fortes et qui créent une dramaturgie dans la partie elle-même, en fait. Exactement. C'est un peu ça, l'idée, c'est que oui, il faut vraiment. Oui, je peux pas dire plus simple. La narration vient de l'action et du stress qui est créé par la partie, quoi. Aujourd'hui, vous avez encore d'autres projets envisagés ou vous vous concentrez sur ces deux principaux ? Pour l'instant, Playpunk, c'est 2 jeux. Il se fait que Captain Flip, auquel on croit beaucoup, on a une possibilité de suite, qui s'appellerait Circus Flip, qui garderait les mêmes règles, etc., mais dans un autre univers, des nouvelles règles, des nouveaux plateaux, etc. Et sinon, on va retourner on sera là à Essen, on sera là à Cannes, évidemment, on sera là à Nuremberg, probablement, pour voir d'autres jeux. On n'a pas d'obligation éditoriale, de volume éditorial, etc. On fait les jeux qu'on aime, et d'expérience, mais je pourrais peut-être me mordre les doigts après, il n'y a pas d'urgence. Des jeux corrects en proto, j'en ai vu plein. Des jeux, je me suis dit, tiens, ça pourrait être chouette à éditer. J'ai jamais vu un spiel qui est passé devant moi et qui finalement, à laquelle j'ai dit non, quoi. Donc, Je suis pas pressé, j'ai aucun problème à laisser passer des trucs que je trouve corrects, mais que j'aime pas assez, quoi. Donc, là, on a revu plein de choses. Il y a plein de choses qu'on s'est dit, ouais, mais c'est pas assez pour qu'on l'édite ou pour qu'on y croit et qu'on se dise, ça peut être encore là dans 10 ans, quoi. Oui, t'as pas d'objectif de volumétrie, de rentabilité. C'est pas ça qui motive la société. C'est vraiment de porter les projets qui vous plaisent en tant que joueur avant tout. Exactement. Et on verra, hein, c'est l'histoire, enfin c'est la philosophie de Playpunk, c'est de faire que des jeux qui ont une raison d'être édités. C'est un peu prétentieux,
mais il y a quand même beaucoup de jeux, en tant que vieux gamer, on se dit ça j'ai déjà joué 100 fois, c'est pas très intéressant, etc., etc. Le marché est vraiment clairement envahi de produits, et donc moi je reste convaincu que la stratégie de repos est bonne, c'est-à-dire faire peu mais faire bien, et espérer que ça marche. Je pense que l'espoir ça se travaille, hein. Je pense que c'est la chance, c'est Brel qui disait que la chance n'existe pas. Je suis assez d'accord avec lui. La chance, ça se travaille. Il faut mettre toutes les chances de son côté par le travail. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, peu de jeux et espérer qu'il s'installe au moins plusieurs années, quoi. Ouais, moi je suis assez d'accord avec toi que la chance c'est plutôt enfin la chance ça se provoque, c'est un talent en réalité et c'est le talent d'aller la chercher plus qu'autre chose. Parce que avec toi, avec ton expérience, c'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde se plaint du grand nombre de sorties, du fait qu'il y ait beaucoup de choses finalement moyennes. Qui sortent mais qui ne sont pas forcément transcendantes ou qui repompent beaucoup de ce qu'on a déjà vu. Est-ce que tu penses pas qu'à un moment c'est aussi un cycle du marché, que de toute façon à terme on pourra pas continuer et ça va retomber et on reviendra à un rythme plus contenu, ou tu penses que on va continuer dans cette spirale Je pense qu'on va quand même continuer encore longtemps dans cette spirale pour la bonne et mauvaise raison qu'est Kickstarter. C'est-à-dire que Kickstarter c'est génial, ça a été complètement travesti de son idée originale qui était de donner de l'argent à ceux qui n'en ont pas. Beaucoup de grosses boîtes utilisent Kickstarter et ça permet de mettre à l'équilibre beaucoup de petits jeux. Donc c'est très bien en soi, mais ça fait que beaucoup de jeux qui ne sont pas tout à fait finis voient quand même le jour. C'est moi qui considère qu'ils ne sont pas finis, hein, et donc ils ont une petite vie commerciale. Les éditeurs qui l'ont fait peuvent rester en vie parce qu'ils l'ont édité, mais ce jeu n'a pas un succès hors Kickstarter. Et donc, la boîte, elle est juste break-even pour refaire des jeux. Avant Kickstarter, quand on se prenait 2-3 boîtes, il n'y avait pas de rentrée, quoi. Il n'y avait pas d'argent du tout. Et donc, les boîtes mouraient plus vite. Maintenant, j'ai pas fait de Kickstarter, je connais pas complètement l'économie du truc, mais je pense que ça aide. En tout cas, ça permet de tenir en vie de plus longtemps des boîtes. Et typiquement, les fabricants avec qui j'en ai parlé, eux, Kickstarter, pour eux, c'est génial. Parce que les gens de Kickstarter, ils arrivent, ils ont plein de thunes, et beaucoup plus qu'un jeune éditeur qui se lance. Et donc, ils peuvent payer leurs factures, il n'y a plus de retard, il n'y a plus de problème de paiement au niveau des usines de prod, etc. Puisque ces gens ont de la trésor, quoi. Et donc ça, c'était génial. Ce qui fait qu'on peut penser ou craindre que ça va durer plus longtemps. Moi, ce qui m'embête aussi, c'est que les primo-arrivants du jeu, donc les gens qui sortent des études, qui ont 25 ans, et qui vont jouer jusqu'à 35, ils découvrent ces jeux-là avec leurs qualités et leurs défauts, leur finition éditoriale, etc. Et donc parfois, ils n'ont pas eu l'âge d'or de l'édition, j'allais dire, ou en tout cas avec des jeux bien léchés, etc., etc. Et donc leur niveau de qualité, leur niveau d'exigence n'est pas le même, j'ai l'impression. C'est peut-être une discussion de vieux con, hein, mais moi, quand je voyais des jeux, quand je vois que c'est mal édité, que l'ergonomie elle est à la 6.4.2, que les règles sont mal faites, mais que le matériel est incroyable et que les illustrations sont dingues et donc tout le monde trouve ça bien, j'ai un peu du mal. J'espère que j'étais pas comme ça quand j'étais jeune et que je me laissais avoir par des artifices. En fait, les bons jeux, c'est les jeux qui ont un bon gameplay. C'est pas juste le matériel. Le matériel est important aussi. Mais voilà, je suis parfois très surpris. Maintenant, c'est peut-être vraiment parce qu'on est peut-être moins en accord qu'avant, mais très surpris par des nouveaux succès où je me dis tiens, c'est bizarre, ça j'ai déjà joué 100 fois. C'est très beau, mais je ne vois pas je ne vois pas pourquoi les gens s'excitent là-dessus. Mais c'est probablement parce que c'est des jeunes joueurs et donc eux connaissent pas tous. Ils n'ont pas 50 ans de jeu, enfin 30 ans de jeu derrière, quoi. Ouais. Après, moi, je reste persuadée que même lorsque tu découvres le loisir récemment, il y a toujours cette phase un peu d'enthousiasme, et ensuite il y a aussi cette seconde phase dans laquelle on va avoir envie de creuser un peu l'histoire du loisir. Et c'est là qu'on prend peut-être plus aussi de recul en s'intéressant, on va aimer tel jeu, peut-être un nouveau jeu qui n'a rien inventé, on va se renseigner, on va voir qu'il reprend telle mécanique de tel autre jeu, et souvent c'est aussi un cheminement personnel en fait de l'évolution des joueurs. Alors je dis pas que tous les joueurs ou joueuses le feront parce que tout le monde n'a pas envie d'y consacrer le même temps et la même passion, mais je pense que c'est quand même aussi, ça fait aussi partie du cheminement personnel Tout à fait, ouais. pour les personnes qui arrivent dans le hobby aujourd'hui, hein, où il y a déjà beaucoup
où l'offre elle est déjà très importante. Tout à fait, mais tu vois, si on reparle de Kickstarter, quand tu vois, en fait, quand moi j'analyse le temps de développement pour faire un jeu et que je vois des gros jeux qui sortent en Kickstarter avec 4 ou 5 boîtes complètes d'extensions, je dis mais les gars quoi, vous vous faites avoir quoi, c'est pas possible. Même, il faut être surhomme pour tester, équilibrer ce genre de choses. Et Dieu sait qu'il y a des jeux incroyables sur Kickstarter. Je suis un très grand fan du travail d'Isaac Childress sur Gloomhaven, etc. Et il y a d'autres choses très bien, mais il y a vraiment des trucs où c'est presque de l'escroquerie, quoi. Les mecs qui font des extensions, etc. Il n'y a même pas le temps humain pour et donc, j'imagine pas. Mais, voilà. Mais de toute façon, en effet, je pense que les jeunes joueurs vont se faire leur propre culture et que ils vont pouvoir trier le livret du bon grain, etc. Et puis, je pense qu'il y a quand même pas mal de bonnes petites choses qui sortent maintenant, mais c'est vrai que je suis parfois un peu surpris par l'engouement. Par l'engouement ou par des vagues. On se dit, oh là là, mais faut se calmer les jeunes. C'est quand même pas génial, ou c'est pas bien équilibré, ou etc. Enfin bon. Toi, en tant que joueur, dans les sorties vraiment récentes, qu'est-ce qui t'a vraiment beaucoup plu, où tu t'es dit vraiment voilà un très très bon jeu? Alors, je vais prendre mon app discrètement. Dans les trucs que j'ai trouvé très très bien dernièrement, mais je n'ai pas fini. De toute façon, un des meilleurs jeux de ces dernières années, c'est Cthulhu Death Medaille. Je trouve que ah bon, on est d'accord alors. c'est vraiment la quintessence du game design, c'est-à-dire que je vais dire du mal de Zombicide, mais Zombicide pour moi c'est juste des figurines et un système de jeu ça patoche, mais c'est pas un vrai, ça n'a pas été bien réfléchi par des vrais designers. Et là, Rob Daviau et Eric Lang, ils ont fait avec Cthulhu Death Medaille un truc pur, quoi, du pulp, de l'action, un truc réglé, une génération de scénarios qui est intelligente, des compétences intelligentes, c'est riche et varié en même temps. Il y a qu'une compétence sur 3 qui change. Enfin, c'est bourré de talent et de bonnes idées. Ce qui fait que j'ai joué un nombre incalculable de parties. Tous les gens à qui j'ai joué ont vraiment, vraiment bien aimé. Alors, je te rejoins vraiment complètement parce que je trouve que c'est un jeu qui est très épuré en fait en termes de règles et pour un jeu de ce type, c'est assez extraordinaire parce que souvent ce sont des jeux qui peuvent être très lourds et là c'est pas le cas et je trouve que de façon générale Rob Daviau il arrive vraiment à épurer beaucoup les jeux sur lesquels il travaille. Et je trouve que c'est un jeu qui offre une dramaturgie hyper, en dehors même du thème. Hein. T'as vraiment moi, j'ai fait beaucoup de parties où on finit la partie, on est debout autour de la table à gagner sur le fil et ça provoque des sensations de jeu qui sont vraiment exceptionnelles. Enfin, que j'ai peu ressenti à ce point tout à fait. Sur des jeux de ce type. Ouais. Et pourtant, c'est là où on voit, je trouve, que le talent des auteurs et de l'éditeur là-dessus, c'est que c'est un dungeon crawler. Hein, c'est dans cette catégorie-là. Et en fait, des dungeon crawlers, j'en ai fait tellement, ils sont tous tellement pas intéressants. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose. Ici, il y a une vraie tension, les personnages sont forts. C'est vraiment, tout est dans le détail jusqu'au bout. Et ce qui fait que c'est ce qu'on a envie d'y rejouer, que le système même si les saisons sont pas vraiment liées, il y a quelque chose qui fait que on a envie d'y rejouer, changer un scénario et changer l'ancien, ça change tout. Enfin, c'est vraiment très, très, très bien fait. Dans les trucs que j'ai vraiment adoré ces derniers temps, c'est tout con mais Mantis de chez Cloning Kitten, dans le genre de jeu débile crétin qui marche super bien. Je trouve que c'est assez brillant de simplicité. Il y a Dune évidemment, je suis un très très grand fan de tout le travail de Paul Denen, même si son dernier jeu là qui s'appelle Wild Wild West qui est sorti aux US il y a peu est franchement décevant. Avec Clan qui est Dune, c'est c'est 2 jeux qui sont vraiment incroyables et qui de nouveau sont pas très originaux, mais qui sont léchés et qui créent un plaisir à chaque partie, quoi. Donc ça c'est très très bon. J'ai dit du mal de Kickstarter, donc il faut que je dise du bien. J'ai beaucoup aimé les parties de Frostpunk que j'ai joué, qui est pourtant un jeu lourdingue, plein de défauts, mais l'ambiance est vraiment vraiment bien, quoi, incroyable. Mais voilà, il y a plein de choses. Moi je joue tout le temps et donc il y a plein de bonnes choses. Tu joues beaucoup en fait. Tu restes un très gros joueur. Oui, je reste. En général. Oui, je suis multipassion, mais le jeu est ma vie, quoi. Donc j'essaie de jouer au moins un jour par semaine. D'accord. Sur l'évolution de Playpunk, déjà, juste une petite question, on s'est posé d'où vient le nom. Comment vous l'avez choisi, Playpunk? L'idée, c'est c'est de nouveau un peu prétentieux, mais
On est parti sur le cyberpunk et sur le steampunk et ce genre de choses, sur l'idée d'un courant, sur une façon donc peut-être d'éditer, ou en tout cas d'essayer de faire quelque chose un peu différent. Et donc le terme play nous paraissait bien fonctionner avec cette idée de courant et de punk. Voilà. L'idée, c'est que c'est pas du tout les punks à chiens, vraiment l'idée de ces courants de SF ou ces courants de fantasy. Et si Playpunk peut être un petit courant, apporter quelque chose au monde du jeu, bah, tant mieux. Ça le sera déjà par les jeux qui sortiront, mais peut-être que les gens ne liront pas les jeux. Mais il y avait cette volonté-là, et puis alors la consonance, on aimait bien Playpunk, ça fonctionnait bien. Et puis ça faisait PP, deux petits vieux du jeu, ça faisait aussi les deux PP. Donc ça, voilà. Plein de... Voilà, c'est tout. C'est bien. Et là actuellement, donc vous êtes tous les deux. Vous envisagez d'avoir de faire grossir la structure, d'avoir des salariés, ou c'est pas du tout envisagé? Bon, si, dès qu'on peut, on prend des salariés. On travaille déjà avec des indépendants pour tout ce qui est fabrication et mise en place des fichiers et communication. Mais dès qu'on peut, on engagera. Oui, moi j'ai pas de. Ouais. Moi, je travaille, mais je me porte. Plus je joue, plus je suis heureux. Donc, mais que j'aime bien jouer, j'aime bien travailler en jouant. Il n'y a pas de souci. Non. Moi, Antoine et moi, on est convaincus qu'il y a des gens bien meilleurs que nous pour faire plein de choses. Et je suis prêt à payer ces gens-là pour faire mieux ce que moi je ne sais pas faire. Très bien. Donc là, la sortie du Captain Flip, c'est prévu pour. C'est prévu pour Cannes 2024. Ok. Donc Captain Flip, c'est un jeu familial de pirates. Le but, c'est que les joueurs sont des captains pirates qui doivent s'enrichir. Jusque-là, c'est assez simple. Et en fait, chaque joueur a un plateau devant. On a tous le même plateau. Et la règle tient en une phrase. À votre tour, vous allez piocher une tuile dans le sac. Toutes les tuiles présentent un personnage. Soit vous gardez ce personnage-là, par exemple une vigie, et vous la placez sur votre plateau. Soit vous la flippez, vous la retournez de l'autre côté. Vous savez que ça ne sera pas le même personnage. Vous ne savez pas lequel ça sera, il y en a 9 personnages différents, et ce nouveau personnage, vous le placez sur votre plateau. Voilà, ça c'est la règle. Okay. Évidemment, tout repose sur les plateaux et sur l'interaction entre les 9 personnages, sachant que parmi les 9 personnages, il y a des canonnières, et les canonnières, quand on en a 3 ou plus à la fin de la partie, on a perdu, parce que notre bateau explose. Donc à chaque tour, en fait, chaque joueur est confronté à un micro-choix, à des micro-décisions, et le jeu monte en pression, puisque... au début, c'est facile de placer les tuiles, mais au fur et à mesure, ça devient de moins en moins facile de bien rentabiliser les tuiles, et surtout, il y a ces canonnières qui peuvent nous faire perdre la partie. Donc chaque partie est toujours fonctionne toujours mécaniquement très bien. Donc voilà. Et du coup, ça donne aussi un peu ça donne un côté épique au choix qu'on fait, puisque voilà, on peut avoir quelque chose d'assez violent finalement. Il peut en ressortir quelque chose. Il y a moins de perdre à la dernière tuile, par exemple. J'ai déjà perdu des parties où je retourne cette tuile en me disant je vais faire des points et je sacrifie 3 points pour perdre en fait. Mais au niveau, c'est très gai, ça fonctionne très bien et c'est cette petite tension qui crée du suspense. Et d'ailleurs, en termes de game design, dans le prototype original qui était sur le licence Star Wars, cette canonnière c'était Dark Vador en fait. Et ce qui était rigolo, hein, mais ça marche mieux avec une canonnière, etc. Et à la fin, si on en avait 3, on perdait des points, on n'avait pas perdu. C'est typiquement des choses que nous on a ajoutées en disant en fait, ce qu'il faut c'est renforcer la narration, il faut renforcer la tension qui est autour de ça. Et donc plutôt que de perdre des points et au final avoir perdu, on s'est dit en fait, il faut qu'on perde. Et ça c'est typiquement des choses qui demandent du temps à être trouvées. Et en fait, ça a renforcé le jeu, malgré que ça pourrait être entre guillemets plus frustrant. Mais comme on ne peut perdre que sur un choix personnel du joueur, c'est très très gai, c'est votre faute si vous explosez. Donc ça marche bien, le joueur ne peut que se mordre les doigts. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a eu un article de Bruno Feduti il n'y a pas longtemps sur son blog et qui faisait écho à des réflexions qu'il y a eu sur les réseaux sur justement la frustration dans les jeux et les jeux qui pouvaient être entre guillemets méchants avec les joueurs et joueuses, pas forcément les interactions entre joueurs et joueuses, mais vraiment le jeu pouvait être un peu méchant et que parfois aujourd'hui on a une tendance à avoir des jeux qui sont trop gentils, qui ne malmènent pas forcément les joueurs et joueuses suffisamment et qui font que les choix qu'on fait en cours de partie ne sont pas finalement suffisamment n'ont pas forcément suffisamment de poids sur le reste en fait. Il y a pas, ça prive d'enjeu finalement les parties. C'est quelque chose auquel tu adhères comme oui, tout à fait. Philosophie. Tout à fait, j'adhère à ce genre de choses, même si je suis un
un champ entre de l'interaction forte, mais pas pas trop de frustration. Par exemple, les worker placement, si on reprend les worker placement, Agricola, qui reste un monument, était très 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 violent en worker placement, parce que si on ratait sa naissance, on avait perdu la partie, grosso modo. Et quand on prend Dune Imperium maintenant, si quelqu'un vous vole votre place, vous n'avez pas perdu, vous devez vous adapter. Et typiquement, je pense que aujourd'hui, un Agricola avec son système de worker placement est trop agressif, trop violent et trop punitif. Là où à Dune Imperium, on est vraiment pas dans le chafouin, mais dans j'aurais tellement voulu ça, mais c'est pas grave, je vais faire autre chose. Et il faut pas du tout on s'en fout de ce que les autres font. Ça, je n'aime pas du tout, ça marche pas. Il faut qu'il crée de la tension, etc. Mais il faut pas qu'il y ait une frustration trop violente où on a l'impression d'avoir perdu trop sur le coup d'un autre. Ou en tout cas, on peut le faire, mais alors il faut que ce soit dans un jeu bien particulier, dans une autre mécanique bien particulière. Mais il faut l'interrogation. La frustration, c'est bon, il en faut, mais pas trop. Il fait un savant dosage. C'est comme le sel et le poivre. Il n'en faut pas trop. Je sais pas s'il y a autre chose que tu veux dire sur les projets de Prepunk ou les évolutions que tu vois, ou si tu penses qu'on a fait le tour. Non, je pense, je peux peut-être dire notre deuxième jeu sorti en 2024. Là, on est on attaque 2 chantiers très importants. Un qui sont le fine-tuning, puisqu'on a le corps des règles est vraiment finalisé. Donc ça, c'est bon. Mais comme c'est un jeu de cartes, comme tu l'as dit, il y a 90 cartes. Il y a un plateau de développement recto verso, donc ça fait beaucoup de travail. Donc ça, on va vraiment poncer, comme dirait Mathieu, le deuxième auteur, on va poncer le jeu dans ses moindres rottements. Et à côté de ça, on travaille toujours sur la thématique, parce que c'est compliqué de trouver des thèmes qui nous plaisent et dans la pléthore de jeux. Donc voilà. Mais en tout cas, on sera là à Essen avec un stand et ça sera très très bien. Et sachant que le jeu est 2 ou 4 joueurs, c'est un peu particulier. Mais Antoine et moi, on est des gros fans de jeux d'équipe. D'ailleurs, je ne dors plus depuis l'annonce de Dune Uprising, pour ceux qui est la version la nouvelle version de Dune qui peut se jouer en équipe de 3. Enfin bon, ça. Mais donc, ce jeu-là, Archonte, pour citer son nom de code, sortira à Essen et ça sera un 2 joueurs ou 4 joueurs en équipe de 2. D'accord, super. Bah écoute, Thomas, je te remercie vraiment beaucoup du temps que tu m'as accordé. C'était vraiment super intéressant et voilà, des projets que moi je vais suivre à titre personnel. Et j'ai hâte de pouvoir y jouer. Puis je remercie tous les auditeurs et auditrices qui nous suivent et puis à bientôt. Salut.